Depuis 2002, l'Organisation internationale du travail a instauré une journée mondiale contre le travail des enfants. Aujourd'hui, 12 juin 2018, la communauté internationale célèbre donc cette journée et c'est dans ce cadre que nous recevons pour vous sur ce plateau Madame Miguel Hueto. Elle est juriste de formation et spécialiste des questions de droits de l'enfant. Bonjour Madame Hueto. Bonjour. Je rectifie que je suis spécialiste des questions de droits humains. Les enfants faisant partie des êtres humains, ils trouvent leur place dans mon combat. La précision valait bien la peine. Avec vous ce matin, il sera question de la journée mondiale contre le travail des enfants. Et juste d'entrée de jeu, c'est qui un enfant? Au terme de la loi 2015-08 portant Code de l'enfant en République du Bénin, est considéré enfant toute personne ayant moins de 18 ans. Évidemment, donc, lorsqu'on a moins de 18 ans, on est considéré comme un enfant. On est considéré comme enfant. C'est ça. 17 ans, 10 mois. 3 quarts, même 98. Vous êtes toujours enfant. Un enfant, c'est ça. On reste donc régi par les tests relatifs à l'enfant. C'est bien cela. Oui, on parle bien de enfants et de travail des enfants. C'est quoi le travail des enfants? Quel travail peut être qualifié comme travail des enfants? Il faut déjà relever que diverses activités sont menées par les enfants. Et on entend spécifiquement par la conception travail des enfants ces activités-là qui portent atteinte à l'enfance même de l'enfant, je le dis comme ça, qui portent atteinte à sa dignité, qui pourraient agir également négativement sur ses capacités physiques, morales et intellectuelle, donc qui pourrait également porter atteinte à sa scolarité. Voilà les activités qui sont regroupées dans la conception généralement appelée travail des enfants. Cela dit, il faut remarquer également que certains travaux tels que les travaux ménagers, il y a quelques travaux ménagers, et aussi des activités allant dans le sens d'aider ses parents, peut-être à la boutique, à la maison, ne sont pas toujours pris sous le vocable travail des enfants. À partir du moment où on arrive à déterminer que ce type d'activité n'influe pas négativement sur les différents aspects de sa vie que j'ai énumérés tantôt. Lorsque, par exemple, je fais du yaourt bissap, ce qu'on a l'habitude de voir à la maison, je le vends à la maison et j'ai mon enfant de 15 ans, par exemple, et je mets ces bissap là ou bien glace dans une glacière, je demande à l'enfant d'aller me vendre ça au dehors. C'est considéré comme travail de l'enfant. Alors, il faut situer un peu un certain nombre de choses, à savoir que l'enfant peut être amené à exercer des activités, mais il est proscrit de maintenir l'enfant sous les jougs de cette activité pendant plus de 4 heures de temps par jour. Également, il faudrait que cette activité soit plus ou moins rémunérée. Donc, par exemple, pendant les vacances, mon enfant qui veut bien pour préparer sa rentrée, faire quelques petites activités pour trouver de l'argent, à partir du moment où cette activité ne porte pas atteinte ni à sa dignité, c'est-à-dire ne met pas à mal sa dignité, ne porte pas atteinte à sa scolarité, ne porte pas atteinte à son physique et à l'aspect moral même de cet enfant-là, il n'y a pas de raison qu'on puisse taxer ce travail ou cette activité de travail d'enfant. Oui, évidemment, tout à l'heure, vous parlez de la rémunération. Ça veut dire tout de suite que lorsque l'enfant, pendant les vacances ou pendant les congés, décide d'aller faire un job, et même si ce job-là est peut-être de nature à agir négativement sur son aspect, son côté moral, tout de suite, ce travail sera considéré comme un travail proscrit? Bien sûr. Tous les éléments énumérés ne sont pas forcément cumulatifs. Ils le sont. Si dans un cas, on arrive à déterminer que tous ces aspects-là sont mis à mal, évidemment que cette activité est un travail d'enfant. Mais si tous les éléments n'étaient pas réunis et que ne serait-ce qu'un seul parmi ces éléments se retrouvait sur la table,
on est d'accord que l'enfant, dans tout son être, est touché négativement. Et à partir de cet instant, il faudra faire en sorte que cet enfant soit rapidement récupéré et qu'il retrouve la place qui est la sienne. Quand vous parlez de rémunération, il y a certains parents qui pourraient considérer que, par exemple, quand cet enfant va vendre au dehors, par exemple, c'est pour amener de l'argent, ce qui va aider dans la famille. Donc, c'est déjà considéré comme une rémunération puisque l'enfant vient manger le soir à la maison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cela? Déjà, pour moi, quand vous mettez un enfant au monde, oui, c'est parce que vous en êtes capable. Normalement. Et donc, vous avez un enfant, il vous revient la responsabilité de l'éduquer, de le nourrir, de prendre soin de tout son être dans toutes les dimensions possibles. Oui. Maintenant, le fait que l'enfant aille au dehors faire un travail, ou alors, si je prends votre exemple, donc le cas d'espèce que vous présentez, c'est qu'il travaille pour aider les parents. Oui. C'est les parents qui exercent cette activité et l'enfant vient juste les accompagner. Je crois que dans ce cas, on n'est pas obligé de rémunérer l'enfant. Il suffit simplement qu'on fasse en sorte que l'enfant ne soit pas en train de faire cette activité pendant plus d'heures qu'il n'en faut, qu'il soit privé de loisirs, qu'il soit à la limite, c'est-à-dire qu'il se lève le matin, il ne fait que ça jusqu'au soir, il n'a pas d'épanouissement, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut remplir les conditions que vous avez citées un peu plus au-dessus. C'est bien ça. Oui, et quelles sont les réelles motivations de l'OIT en instaurant une telle journée? Vous savez que pendant longtemps, et dans les autres pays, je veux parler notamment de la France, il y a eu la révolution industrielle. Et pendant cette période-là, il a fallu beaucoup de main-d'œuvre. Les gens n'ayant pas assez de main-d'œuvre ont dû piocher parmi les enfants pour faire ce qu'il fallait afin de permettre au pays de retrouver ou de trouver une certaine stabilité sur le plan économique. Ce qui m'amène donc à dire que quelque part, l'une des causes, généralement, c'est la pauvreté. Même si ça ne peut pas être considéré comme un motif vraiment strict, il faut y mettre de la volonté. On peut être pauvre et faire en sorte que son enfant s'épanouisse. Donc, au-delà de cet aspect, il y a eu d'autres pays également où l'on a connu la chose. Et de plus en plus, ça devient récurrent. Vous prenez le Bénin, par exemple. En 2008, nous étions à un taux de 34% d'enfants soumis au travail. Mais en 2014, à partir de l'enquête mixte réalisée par l'UNICEF, le taux a grimpé. Et nous avons un chiffre de 52,5%. Vous imaginez, de 34%, nous sommes passés de 2008 à 2014 à 52,5%. Vous voyez un peu l'écart. Et ce, malgré toutes les dispositions, tous les tests législatifs pris par l'État, toutes les conventions auxquelles le Bénin est parti, toutes les mesures prises par les différents ministères sectoriels, nous avons connu ce bond ahurissant. Et ce n'est pas seulement au Bénin que la chose se passe ainsi. Donc, cette journée est une journée mondiale pour que les uns et les autres puissent réfléchir. Faire déjà un état des lieux, parce que chaque année, la situation varie. Les manifestations également varient d'un pays à un autre, d'un milieu à un autre. Et les contextes dans les différents pays ne sont pas toujours les mêmes. Donc, c'est une occasion pour que les différentes parties prenantes au bien-être de l'enfant au plan mondial puissent réfléchir et voir quelle est la manière, la méthode la plus adaptée pour que les enfants puissent se retrouver dans une situation vraiment qui leur est convenable. Parce que, ainsi que vous le savez aussi, l'enfant, c'est le père de l'homme. Et nous gagnerons énormément à protéger l'enfant. Si nous ne protégeons pas l'enfant, c'est l'avenir de nos différents pays qui est compromis. Évidemment, au plan local, au Bénin, je veux dire, quelles sont les structures en charge de cette protection? Il y en a tellement, il y en a énormément. La première structure à laquelle je pense tout de suite, c'est l'ONG ESAM,
qui est une organisation non gouvernementale travaillant depuis 1990 pour le bien-être des enfants en République du Bénin. Nous avons l'ONG Changement Social Bénin, nous avons Plan International Bénin. Section Bénin, Oui. nous avons l'UNICEF qui est représenté au Bénin et qui soutient énormément l'État béninois à travers le ministère en charge des affaires sociales dans tout ce qui est fait pour protéger les enfants. Au niveau étatique, nous avons bien entendu les différents ministères sectoriels. Et parlant spécifiquement du ministère en charge des affaires sociales, nous avons des structures qui sont installées un peu partout dans le pays pour assurer le relais, parce que le ministère ne peut pas descendre partout. Donc nous avons des centres de promotion sociale, nous avons la police, la gendarmerie, nous avons toutes ces structures judiciaires, les tribunaux également. Nous avons les tribunaux pour enfants aujourd'hui, qui interviennent dans la chaîne judiciaire afin de régler un certain nombre de problèmes. Donc il y a énormément d'institutions, que ce soit étatiques ou privées, dans notre pays qui travaillent à assurer la protection et la promotion des droits de l'enfant, notamment sur la question qui nous concerne ce matin, le travail des enfants. Justement, en parlant de travail des enfants, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Les sanctions, il y en a. Nous avons d'un côté les amendes qui peuvent être demandées à l'auteur à cette personne-là qui aurait mis l'enfant au travail, on va dire néfaste. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des travaux qui peuvent aider à son intellect, qui peuvent l'aider à devenir davantage un homme grand tâche dans la société. Mais également, il peut avoir, ça c'est les cas extrêmes, des cas d'emprisonnement. Et quand nous parlons de travail d'enfants aujourd'hui au Bénin, il faut remarquer que c'est assez sérieux. Vous avez la traite. Oui. Donc, vous avez l'exploitation économique. Parlant d'exploitation économique, il suffit de faire un tour dans les 3 grands marchés du Bénin, Dantokpa, Azeke, Wando de Porto Novo, pour vous rendre compte de l'ampleur de la chose. Et ça, c'est l'exemple le plus colossal. Parce que même les marchés secondaires, on en trouve. Justement, je prends. Vous avez cité assez de structures tout à l'heure. Ces structures, qu'est-ce que ces structures font pour ces enfants-là, dans ces marchés-là? Parce qu'on les voit, il y a des petits enfants, vous les voyez, avec des glaciers sur la tête qui les dépassent tellement. Vous avez pitié de cet enfant. Parfois, vous avez envie de lui acheter tout ce qu'il a sur la tête pour le décharger. Mais il y en a d'autres qui vous disent, même si vous achetez, je vais à la maison, on me charge encore pour que je revienne. Qu'est-ce que ces structures-là font? Mais ces structures, certainement, ont leurs différents cahiers de charges. Le plus important, c'est de savoir qu'elles travaillent pour le bien-être des enfants. Mais sur quel compartiment, il faut aller voir les statuts et règlements de chaque structure. Également, le ministère... On sait que tout ce qui est lié au bien-être de l'enfant, le ministère est bien positionné. Et nous avons la politique nationale de la protection de l'enfant au Bénin. La question, c'est de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que les centres de promotion sociale également ont les moyens qu'il faut, ont toujours les moyens qu'il faut pour faire le travail convenablement. Et l'autre côté, c'est que le Béninois n'a pas la culture de la justice non plus. C'est vrai. Donc, vous voyez, chaque jour que Dieu nous donne, on en rencontre. Mais combien sommes-nous, vous et moi, à prendre les dispositions ou les mesures qu'il faut afin que les parents de ces enfants ou les tuteurs de ces enfants ou même les personnes qui ont à charge leur bien-être puissent répondre de leurs actes. Nous sommes dans une société qui ne nous a pas habitués à la chose. C'est une question qui devrait nous interpeller. On préfère le régler en famille. C'est exactement ça. Et on se dit, bon, il finira par grandir. Et non, on finit beaucoup. Ou carrément dit, j'ai été habituée à ça, donc je l'habitue aussi. En mon temps, je faisais pire. Lui, il a même de la chance. C'est dommage.
c'est à regretter, mais vous savez, les conventions également, il faut pouvoir les contextualiser. Voilà, je disais tout à l'heure que la manifestation du travail des enfants est relative à chaque contexte, à chaque pays et aux réalités de chaque terrain. Chez nous, vous entendez des personnes vous dire que non, en leur temps, ils ont fait pire, ils ont eu à faire pire que ça, et que au contraire, ça les a forgés, ça leur a permis d'être qui ils sont aujourd'hui. La comparaison n'est pas toujours raison. Le phénomène de vie d'Omégon, dans quelle catégorie on peut classer ce phénomène? Est-ce que c'est un travail des enfants proscrits? Alors, le phénomène de vie d'Omégon, a priori, vient régler un problème, a priori. Qu'est-ce que je veux dire? Je mets mon enfant, je place mon enfant. Le phénomène de vie d'Omégon, c'est juste enfant placé. Donc, je place mon enfant chez quelqu'un, chez un parent, chez une amie, peut-être parce que je n'ai pas les moyens à un moment donné de subvenir à ses besoins, ou alors parce qu'il est reçu à un examen, il doit continuer ses cours, mais la distance qui me sépare de son établissement ne permet pas que chaque jour il puisse faire l'aller-retour. Et dans la conception même primaire de notre société, quand on place un enfant chez une personne, c'est pour que cette personne-là puisse bien en prendre soin, bien s'en occuper comme si c'était le sien. Mais on a tôt fait, dans la pratique, on a tôt fait de glisser vers la traite. Parce que ces enfants qui sont placés se retrouvent à exercer seuls pratiquement tous les travaux de la maison. Oui. Il y en a même on les réveille très tôt. Pendant que les propres enfants sont en train de dormir, ils se retrouvent très tôt à tout faire et donc parfois à ne même pas aller à l'école. Ou alors ils sont en retard. La plupart du temps, pendant que les enfants du propriétaire des lieux sont en train de se distraire devant peut-être un film ou un jeu, ces enfants sont à la cuisine. Et pendant que les autres étudient, c'est lui qui fait la vaisselle. Et donc, le phénomène de vie d'Omégon, a priori, n'est pas mauvais. Mais c'est la manière dont les enfants sont entretenus, la manière dont on les garde, qui est contraire à la perception première que les uns et les autres avaient eue de la chose. Parce qu'on a connu des personnes qui ont vécu chez d'autres, mais qui ont été élevées comme si c'était leur propre famille. Oui. Et c'est normalement à cela que devrait servir un placement d'enfants. Donc, suppléer à un manque des propres parents de l'enfant. Mais malheureusement, ce n'est pas à cela qu'on assiste. Et ce que les gens ne savent pas ou savent moins, c'est que pour placer les enfants, vous vous rendez compte que généralement, on déplace les enfants d'un point A à un point B. Les parents ne les accompagnent pas, mais les déplacements de ces enfants-là un peu partout dans le pays, sans contrôle, est également puni. Évidemment. On a déjà vu des voitures arrêtées par des policiers, comme quoi c'était des enfants qu'on allait placer. Ceci est donc illégal. Exactement. Et c'est le lieu peut-être aussi de saluer les efforts qui sont faits du côté de nos autorités. Parce qu'en 2005, en 2011, on a eu des accords. Par exemple, en 2005, le Bénin a eu un accord avec le Nigeria. Et à partir de cet instant, les enfants qui sont retrouvés sur des champs de travail là-bas sont régulièrement ramenés au Bénin. Également, en 2011, il y a eu un accord avec le Congo, parce que vous savez que le Congo également est une destination pour les enfants béninois, j'ai envie de dire, victimes de traite. La Côte d'Ivoire, le Gabon, ce sont des pays qui sont des réceptacles, je vais dire, d'enfants béninois, dont les parents sont à la recherche de bien-être. Sur le terrain, est-ce que les activités que mènent les différentes structures en charge de la protection de ces enfants, est-ce que ces activités-là sont convaincantes? Est-ce que ces activités donnent des résultats probants? Alors, si tous les résultats étaient probants, si les résultats avaient, ou si les actions
dégager un certain impact réel, on n'aurait pas connu le bon qu'on a connu. Passer de 34% à 52,5% en 2014. Mais cela ne va pas nous amener à dénier à ces différentes structures l'effort qui est fait. Parce que n'oubliez pas que la population du Bénin également croît. Le nombre qu'on faisait en 2008, on n'était plus à ce nombre-là en 2014. Non. Et les problèmes également sont, malheureusement, parfois se déplacent. Oui. Vous arrivez à enrayer le problème dans cette communauté-ci, mais elle se déplace vers une autre communauté. Et à la limite, c'est un travail de longue haleine. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'encourager les uns et les autres et de souhaiter que le combat puisse continuer afin de donner aux enfants béninois tout le bonheur qu'il faut. Déjà que chacun de nous y mette du sien, moi, Dieu donné, vous aussi, même si vous n'appartenez pas à une structure, déjà jouez votre partition convenablement pour aider ces enfants-là. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que je suis, après avoir milité dans plusieurs organisations de la place, oui. Je suis depuis janvier 2018 membre et présidente d'une organisation non gouvernementale dénommée Human Rights Priority. Et pour nous, la priorité doit être aux droits humains. Et qui parle de droits humains parle bien entendu des droits des enfants. Et c'est un combat, nous faisons ce que nous devons faire dans la mesure de nos moyens. Et ça, il ne faut pas oublier. Il y a aussi ça qui fait que les actions des uns et des autres ne peuvent pas être, on ne peut pas les mettre, les sous-peser, ne peuvent pas s'équivaloir. On vous souhaite beaucoup de courage. Et merci. Nous recevons à l'instant Madame Miguel Hueto, avec elle il a été question de la protection du travail des enfants, protéger les enfants contre ce travail dégradant, ce travail qui est contre nature, ce travail qui les empêche d'évoluer sur le plan mental, sur le plan psychique et sur le plan physique. Madame Miguel Hueto, c'était un plaisir de vous avoir.